Salut, c'est Victor de la maison. On se retrouve pour le troisième épisode de Où est Darwin? Générique. Pour cet épisode, je suis accompagné du parrain de la maison, Captain Darwin. Ça va? Ça va et toi, Victor? Très content que tu sois là. Content En également. forme. Donc on va être là pour fêter les 1 an du projet. On va beaucoup parler de ton vlog. À Mhm. quel moment est-ce que tu écris ton vlog? Alors en fait, c'est vrai que le vlog, pour moi, c'est un outil qui est hyper important dans le dispositif Captain Darwin parce que c'est l'outil qui me permet de communiquer quasiment en live en fait sur les explorations qui sont conduites à partir du bateau. Et c'est devenu pour moi une sorte de rituel, de routine en fait, de d'écrire les aventures en général dans la temporalité où je les vivais. Donc je navigue en journée, et puis le soir, quand c'est mon quart, et quand la météo le permet, je peux me poser en table à cartes et puis écrire un petit peu ce qui s'est passé pendant la journée. Je travaille avec le texte évidemment, mais aussi avec l'image. Donc sur le bateau, on a la chance d'avoir un téléphone satellite qui est d'abord et avant tout un outil de sécurité. Si jamais il y a quoi que ce soit sur le bateau, ça nous permet d'appeler la Terre pour demander de l'aide tout simplement. Mm. Et ça permet aussi d'envoyer des données, donc des mails, des photos aussi, mais il faut qu'elles soient vraiment très très compressées pour que ça passe. En général, j'essaye de faire des photos qui font 50 kilooctets, donc vraiment très très compressées. Mais c'est cool parce que ça me permet voilà, de montrer un petit peu ce qui se passe sur le bateau à un instant T. Et j'espère que ça inspire un petit peu les gens qui lisent le vlog à se projeter dans ce voyage et être un petit peu en même temps que moi en train de vivre ces aventures. Donc là, on parlait de cette première partie qui était principalement sur la traversée. Mhm. Et on arrive à cette étape qui est le début de la documentation, donc à l'arrivée sur le Cap Vert. Ouais. Et on va directement attaquer avec un reportage très intéressant. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo qui s'affiche juste ici sur le poulpe. Mhm. Et il va y avoir un test très intéressant qui va être fait avec ce poulpe. Mhm. Et je vais te laisser en parler, c'est le test du miroir. Exactement, un test de conscience qui n'avait encore jamais été réalisé en milieu sauvage, on va dire, sur les poulpes. En fait, c'est un programme scientifique. C'est un programme scientifique qu'on a co-construit avec un scientifique qui s'appelle Eduardo Sampaio, qui vient de l'Université de Lisbonne. Et moi, la base du voyage, c'est tout simplement de pouvoir faire mon métier de réalisateur de films documentaires autour du monde sans prendre l'avion à tout va. Ça, pour moi, c'était hyper important et c'est à la base du projet. Et ce qui est intéressant quand on lance un projet, c'est que celui-ci prend des formes que parfois on n'aurait pas imaginées. Et plutôt que de faire que de la documentation sur le sujet du poulpe, en fait, on a transformé le bateau en véritable plateforme logistique pour conduire un vrai programme scientifique autour des populations de céphalopodes du Cap-Vert. Et ça, c'était génial, parce que c'était pas prévu initialement. Puis petit à petit, au fil des rencontres, on a mis ça en place. Notre objectif avec Eduardo, c'était de répondre à deux questions. La première, c'était de savoir s'il existait une population de poulpes sous la zone intertidale au Cap-Vert. Alors la zone intertidale, c'est un nom un peu barbare pour dire cette zone entre la marée haute et la marée basse. C'est-à-dire que Darwin, lui, quand il était allé au Cap-Vert, il avait observé de nombreux poulpes, mais c'était toujours sur l'estran à marée basse. Il allait les récupérer dans les mares, etc. Et puis il les prenait, il les observait, il en ramenait quelques spécimens aussi sur son bateau. Mais évidemment, Darwin, il était limité dans ses méthodes d'exploration à cette fameuse zone intertidale, il ne pouvait pas aller sous l'eau. Aujourd'hui, on a, grâce à Cousteau qui a mis au point les techniques de plongée qu'on utilise encore aujourd'hui, ça c'était dans les années 60 à peu près. Aujourd'hui, on a des moyens d'exploration qui sont géniaux et qui auraient énormément plu à Darwin, j'en suis sûr. C'est-à-dire tout simplement la possibilité de respirer sous l'eau et puis de descendre jusqu'à 10, 20, 30, 40 mètres de profondeur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette curiosité initiale de Darwin sur le sujet du poulpe et on l'a adapté au temps moderne. C'est-à-dire que du coup, on s'est équipé avec des bouteilles, tout le matériel qu'il faut, et puis aussi des caméras, et on est descendu dans ces zones qui étaient inaccessibles à Darwin pour savoir si tout simplement il y avait des poulpes à cet endroit-là. Ça avait encore jamais été documenté dans le cadre d'un programme scientifique, et là, on a été les premiers avec Eduardo à découvrir. Alors, on a découvert 6 spécimens en tout sur 2 îles. Les premiers qu'on a découverts, ils étaient à 30 mètres de profondeur, donc ça c'était génial. On a pu répondre à cette première question, savoir est-ce qu'il y a des poulpes sous la zone intertidale. Une fois qu'on les a trouvés,
on s'est dit, ben, on va continuer à essayer de comprendre mieux cette espèce. Et un des tests que les comportementalistes utilisent beaucoup, c'est le test du miroir, qui est un test de conscience, tout simplement. C'est-à-dire que nous, quand le matin on se lève et qu'on se brosse les dents devant la glace, on ne se pose pas la question de savoir si la personne qu'on voit en face de nous, c'est une sorte de clone de nous-mêmes. En fait, on sait que c'est notre reflet, parce qu'on a la conscience de nous-mêmes, et ça se vérifie quand on se voit dans le miroir. Un peu à la manière de nous qui nous regardons dans le miroir, on peut, sur différents animaux, placer des miroirs devant des individus pour essayer de comprendre, d'observer quelle est la réaction. Si la réaction est une réaction d'agression, on peut imaginer que l'animal, du coup, ben, ne se reconnaît pas lui-même dans le miroir, mais a l'impression que c'est un autre individu, donc pas de conscience de lui-même. À l'inverse, si l'interaction est plus souple, moins agressive, on peut se dire, bah tiens, peut-être qu'il y a une conscience de lui-même. C'est un test qui a été réalisé chez des singes, chez les éléphants également, qui ont cette conscience d'eux-mêmes, mais sur un poulpe, ça n'avait jamais été fait. Et le résultat de ce test-là, ça a été une réaction extrêmement agressive au début, qui montre plutôt que le poulpe n'aurait pas conscience de lui-même, mais une certaine forme d'habitude sur une demi-heure de test. C'est-à-dire qu'au début, les incursions sont très agressives contre le miroir, et puis petit à petit, il y a une sorte d'habitude qui se crée, d'agressivité qui redescend, ce qui pourrait montrer que ben, la conscience de lui-même arrive progressivement une fois la première interaction passée. Donc c'est hyper intéressant, mais évidemment, nous, on n'avait pas beaucoup de moyens, on a fait ça sur 2 semaines. Ça donne en fait des billes aux scientifiques pour montrer qu'il y a une réaction initiale qui est intéressante. Donc il faudrait sûrement refaire ce test-là, peut-être dans des conditions plus contrôlées en laboratoire, pour avoir des éléments plus tangibles sur la conscience du poulpe ou pas. Tu vois, tu parlais des techniques, Mhm. et c'est moi, de toute façon, dans ma formulation, moi, je pensais comment dire, à comparer, en fait, dans tes découvertes de Darwin et de toi aujourd'hui, il y a quand même Mhm. vachement de différences, du Bien coup, sûr, dû à ça. absolument. Et est-ce que toi, tu as pu t'en rendre compte au Cap-Vert, de ces différences entre avant et aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est quand même le fondement du voyage, hein, de faire Oui, ce comparatif. Et ce qui est intéressant, c'est que justement en travaillant avec Eduardo, on avait vraiment l'aspect évolution des fonds marins. Et en travaillant aussi avec, enfin, sur le sujet de l'alouette de Raso, avec des scientifiques qui sont spécialistes de cette espèce et des oiseaux de mer en général au Cap-Vert, on avait l'aspect terrestre. Et c'est important de faire la différence parce que les écosystèmes terrestres sont quand même relativement arides, il y a assez peu de biodiversité. En revanche, quand on arrive sous l'eau, c'est une explosion de vie qui est complètement hallucinante. C'est un jardin sous-marin qui contraste vraiment avec la sécheresse en surface. Quelles sont les différences fondamentales entre l'époque de Darwin et aujourd'hui? Elles sont liées à plusieurs choses. Elles sont liées déjà au fait que à l'époque de Darwin, il y avait déjà les premiers colons portugais qui étaient arrivés depuis quelque temps et qui essayaient de coloniser les îles du Cap-Vert. Alors, ils utilisaient toujours la même technique, c'est-à-dire qu'ils débarquaient une famille en général, qui construisait une ferme et puis qui essayait de pratiquer l'agriculture ou le pâturage comme ça se faisait en Europe. Ils sont arrivés sur l'île de Santa Luzia, c'est celle que j'ai explorée principalement, donc je parlerai non pas pour le Cap-Vert dans son ensemble, mais pour l'île de Santa Luzia en particulier, parce que c'est important de le dire. mm, En fait, ils sont arrivés et il y avait de la végétation. Il y avait quand même quelques arbres, alors pas beaucoup, mais il y en avait quand même. Et ben, ces mecs-là, ils sont arrivés, et puis il a bien fallu qu'ils construisent leur ferme, qu'ils aient une charpente. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont commencé à couper les arbres pour en construire leur maison, utiliser le bois aussi pour faire à manger. Alors j'allais dire pour se chauffer, mais au Cap-Vert, il n'y a pas forcément besoin. Donc ils ont commencé à couper les arbres. Ils ont aussi ramené avec eux un certain nombre d'espèces invasives, comme le chat, le rat, les chèvres. Les chats qui sont arrivés, évidemment, bah, se sont beaucoup plus sur l'île parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux de mer qui n'avaient pas avant de prédateurs. Donc globalement, ces oiseaux-là nichaient à même le sol. Alors les chats qui sont arrivés, bah, évidemment, c'était Byzance, quoi. Ils sont arrivés, bam, bam, il y avait des œufs, il y avait des petits, donc ils ont tout bouffé. Et ça a fait s'effondrer globalement tout l'écosystème natif, endémique de l'île de Santa Luzia. Donc il y avait déjà eu, à l'époque de Darwin, des modifications assez profondes. En fait, on se dit, bon, il y a 200 ans, c'était il y a longtemps, 1800 et quelques, en fait, c'était la nature sauvage, mais non, loin de là, il y avait déjà des pollutions locales,
qui étaient en cours et qui, pour certaines, étaient vraiment très très impactantes. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'en plus des pollutions locales, il y a aussi les désordres globaux qui sont générés par voilà, l'usage des hydrocarbures qu'on fait, donc le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la modification des courants marins, etc., etc. Mais il y avait déjà cet impact qui était existant. 200 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? En fait, les populations, comme je te disais, de lézards, d'oiseaux de mer se sont complètement effondrées. Il y a une pollution au plastique qui est assez importante, qui pour le coup là, est vraiment très nouvelle par rapport à l'époque de Darwin. Tous les courants et les vents dominants qui amènent énormément de déchets, essentiellement issus de l'activité de la pêche, on va dire à l'ouest, nord-ouest de l'Afrique. Donc il y a toutes ces modifications et il y a également les effets du réchauffement climatique. Le stress hydrique, c'est-à-dire en gros le fait que ce soit de plus en plus sec, pose évidemment des problèmes pour les populations qui ont réussi à survivre jusque-là. Moins d'eau, c'est évidemment moins de possibilités pour que la végétation pousse. Ça fait moins de possibilités pour le développement des populations d'oiseaux. Donc en fait, globalement, ce qui s'est passé, c'est que tout s'est effondré depuis le passage de Darwin. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'arrêter sur un constat négatif, mais réaliste, en fait, de l'évolution des écosystèmes, mais aussi de regarder qu'est-ce qui s'est amélioré. Qu'est-ce qui s'est amélioré depuis l'époque de Darwin? C'est qu'il y a une prise de conscience collective au niveau du Cap-Vert que justement ces écosystèmes sont en train de s'effondrer et qu'il faut faire quelque chose pour les aider à aller mieux. C'est pour ça que pour moi c'était hyper important, en plus du travail sur le poulpe, de travailler sur l'alouette de Raso, qui est un petit oiseau qui est très charmant, qui est tout petit, très vif, et en fait qui a été sauvé de l'extinction par une association capverdienne en 2018. Donc comment réussir à mêler une sorte d'état des lieux global réaliste forcément négatif, et en même temps de garder ses poches d'optimisme pour montrer que l'action citoyenne est possible pour aider la nature. C'est tout l'équilibre et tout l'enjeu en fait du projet Captain Darwin. Et c'est ce qui nous emmène à, comment dire, à la suite du voyage, cet espoir avec la découverte d'une espèce qui était pourtant menacée, Mhm, c'est l'ibis, et mhm, qui va revenir un peu mystérieusement, mhm. qui va réapparaître. Et ça, c'est la partie au Brésil. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette découverte de cette espèce et de Mhm. son histoire? En fait, c'est une exploration qu'on a faite au sud Brésil, dans l'écosystème de la mangrove, dans le biome de la Mata Atlantica. Qu'est-ce que c'est que la Mata Atlantica? C'est la forêt tropicale atlantique qui s'étend en gros de la ville de Recife, donc à peu près au centre, enfin au milieu latitudinalement du Brésil, jusque au sud. Donc c'est une surface qui est énorme, une forêt en fait qui est moins connue que sa grande sœur, la forêt amazonienne, mais en fait qui était tout aussi grande à l'époque de Darwin. C'est une forêt qui malheureusement a perdu 90% de sa surface originale en 200 ans. Pourquoi? Parce que extension urbaine, parce que coupe rase pour créer des pâturages et des champs, etc. C'est un biome du coup qu'on a exploré de la ville de Salvador dans l'état de Bahia jusqu'à Guaratuba dans l'état du Paraná. Donc Guaratuba, c'est un village qui tire son nom d'une langue indigène. Guaratuba, ça veut dire l'endroit où il y a beaucoup de guaras. Les guaras font référence à ces fameuses ibis rouges dont on parle. C'est un écosystème de mangroves, donc il faut imaginer les palétuviers. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, mais c'est des Pas très beaux réellement. arbres avec des racines aériennes qui vivent en fait dans de l'eau saumâtre, qui est à C'est moitié salée. Et effectivement, c'est un endroit dans lequel il y avait beaucoup d'ibis rouges, donc de guaras, depuis des temps immémoriaux. C'est pour ça, voilà, encore une fois, que la ville, le village s'appelle comme ça. Et c'est Guaratuba, un village qui a toujours eu une vocation environnementale et écologique très forte. Ça a été créé par des colons portugais en 1781. Les premières régulations environnementales sont passées en 1791, donc seulement 10 ans après la création du village, et surtout à une époque où c'était quand même assez peu répandu de contrôler l'activité humaine pour laisser la nature respirer. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Et toute l'histoire du village, qui est devenue une ville progressivement, tourne autour de cette protection environnementaliste, ce qui est extrêmement intéressant. Malgré tous les efforts qu'ils ont faits, en 1920-1930, pendant l'entre-deux-guerres, les Guaras étaient beaucoup chassés pour leurs plumes d'un rouge vif, qui étaient utilisées pour faire des parures, des ornements pour les riches européennes ou les riches américaines
durant cette période, voilà, un peu des années folles. Et malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à endiguer cette chasse débridée qui a fait que toute la population a été décimée dans ces années-là. Ça a été un choc évidemment pour les habitants. Et dans les années 2000, il y a un groupement de 3 personnes qui ont fondé une association. Leur idée, c'était de dire il faut que les Guaras reviennent à Guaratuba. Parce que si la population de Guaratuba avait été décimée, en revanche, il restait d'autres foyers populationnels un petit peu partout au Brésil. D'accord. Donc, ce qu'ils se sont dit, c'était qu'ils allaient ramener des individus de manière complètement artificielle d'autres foyers de population, les amener en fait en voiture tout simplement jusqu'à une volière pour les réhabituer à ce nouveau climat et puis ensuite les relâcher en espérant que la population reprenne. Un petit peu comme d'ailleurs les alouettes sur Santa Luzia. Et ce qui est excellent, c'est que quelques semaines avant que ces fameux guaras arrivent de façon artificielle, ils en ont vu qui sont revenus tout seuls en fait. C'était un pêcheur en fait qui était en train de pêcher, puis à un moment donné il se dit mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau rouge là-bas? Et donc il fait l'observation, il court ensuite voir les 3 copains qui ont fondé l'association en leur disant j'ai vu un guara, c'est dingue. Puis eux ils n'en croyaient pas leurs oreilles, ils disaient c'est littéralement impossible qu'il y ait un guara à Guaratuba. Pourtant ils sont allés voir, ils ont vu que le guara était là, et en l'espace de seulement 10 ans, la population, à partir d'un individu qui s'était égaré, en fait, qui s'était perdu en partant de Sao Paulo et qui est arrivé à Guaratuba, la population a repris et est passée de un individu, enfin même de 0 individu en 2008, à 4000 individus aujourd'hui, qui est la population maximale que l'écosystème peut héberger. Qu'est-ce que ça nous apprend cette histoire? Ça nous apprend que la nature est d'une résilience que même les scientifiques n'arrivent pas à calculer. C'est-à-dire que à partir du moment où on laisse la nature respirer, la nature revient. Dans le cas de Guaratuba, certes les Guaras avaient été décimés dans les années 1920-1930, en revanche ce qu'ils ont toujours essayé de faire, c'est de garder une qualité de l'eau importante, de conserver la surface des palétuviers justement, et finalement de garder un écosystème qui était sain. Finalement, ça a fait que quand les Guaras sont arrivés, ils se sont dit tiens, ici c'est sympa, l'eau est plutôt bonne, on va trouver les crabes, les petits caranguejos avec lesquels ils se nourrissent. On a des arbres où on peut se percher, nidifier, etc. Donc on va rester. Je paraphrase évidemment, je ne sais pas Oui. s'ils se sont dit ça exactement, mais en tout cas, ils ont trouvé un écosystème qui était plutôt sain. Donc je trouve que c'est un exemple qui est assez intéressant d'un mélange d'actions citoyennes de préservation de l'environnement, et puis en même temps, ça s'est conjugué, on va dire, avec la résilience naturelle qui a fait qu'aujourd'hui, on a de nouveau cette population d'oiseaux qui sont vraiment magnifiques. C'est des oiseaux rouges qui naissent en fait gris, mais qui à force de manger des petits crabes deviennent rouges au fil du temps. Toujours au Brésil, il y a aussi la découverte, c'est de la vie d'un paresseux. Mhm. Et en fin de compte, plutôt rempli. Les paresseux, c'était un sujet qui, moi, m'a toujours fasciné. On m'a beaucoup comparé à cet animal, alors, allez savoir pourquoi. Et j'avais très envie de comprendre un petit peu comment cet animal si lent pouvait s'adapter à une donne climatique et une donne d'environnement qui change aussi vite. Et effectivement, en arrivant sur place, on a rencontré Gaston Ginet, qui est un chercheur à l'université de Santa Cruz, qui lui dédie sa vie aux paresseux pour essayer de les comprendre et pour essayer, en les comprenant bien, de proposer aux politiques des outils de conservation. Ça, c'est important de bien souligner que les scientifiques ont un travail de compréhension déjà des espèces, des écosystèmes, mais aussi ont un travail de proposition ensuite, sur la base de cette connaissance, de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les paresseux, ou les guaras, ou ce que tu veux. On est allé dans la forêt tropicale, alors là c'était incroyable, on arrive dans un débordement de sons, d'odeurs, de sensations. J'étais extrêmement impressionné par cette débauche de vie quelque part, cette biodiversité extrêmement présente qui avait déjà beaucoup impressionné Darwin à l'époque quand il est arrivé en 1832 à Bahia pour la première fois. Et on a pu aller chercher les paresseux. Alors c'était génial parce que donc les paresseux vivent dans les arbres tout en haut, au niveau de la canopée, et ils sont assez difficiles finalement à voir quand on est sur le plancher des vaches. Alors du coup, on a une technique, enfin Gaston a une technique qu'il nous a présentée, c'est les lunettes du naturaliste. En fait, ça consiste tout simplement
à porter ses mains, pardon, à hauteur des yeux comme ça. Et alors évidemment, ça va pas faire un zoom de manière magique. En revanche, ce que ça permet, c'est de se concentrer sur ce qu'on a vraiment devant soi, d'éliminer la vision périphérique et de pouvoir se concentrer sur un faisceau qu'on a devant, et ça marche. Donc on a regardé comme ça en haut des arbres, on a fini par trouver des petites boules de poils qui se balançaient tout en haut des branchages, et une fois qu'on les avait observés comme ça, on a utilisé du matériel d'escalade pour grimper aux arbres, alors pas sur les arbres des paresseux, mais ceux à côté, de manière à pouvoir faire des observations au niveau. Donc on était à peu près à 10 mètres de hauteur pour faire des images. Gaston a récupéré des échantillons de feuillage pour étudier aussi qu'est-ce que les paresseux mangent, parce que lui, il est toujours en recherche d'avoir plus de données pour nourrir ses études. Et on a pu comme ça mieux comprendre l'écologie de cet animal. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est un animal qui est extrêmement lent. Sa stratégie de survie est de dépenser très peu d'énergie, d'où sa lenteur. C'est un animal qui vit juste en mangeant des feuilles d'arbres, et il vit dans les arbres justement pour éviter les prédateurs qui se trouvent plus bas dans les étages de la forêt. Ce qui est tragique, c'est que d'un côté on a pu constater la lenteur de l'animal, de l'autre côté on a pu vraiment constater de visu la vitesse de la déforestation. En l'occurrence, quand j'étais en train de filmer le paresseux dans l'arbre, j'ai entendu des sons de camions. Et je me disais, mais c'est pas possible, on est en plein milieu de la forêt, qu'est-ce qui se passe? Par curiosité, une fois que j'étais redescendu, j'ai fait voler mon drone pour essayer de prendre un petit peu de hauteur et voir ce qu'il y avait autour. Et effectivement, en explorant un petit peu en drone, j'ai vu une clairière, c'est-à-dire un bout de forêt qui avait été rasé avec des camions qui circulaient pour construire des villas. Voilà, des villas pour riches brésiliens avec des piscines, etc., etc. Donc c'était vraiment la déforestation à l'œuvre. Et ce qui est critique, c'est de voir la vitesse de la déforestation, de ces énormes bulldozers qu'on voit, et puis de les comparer avec la lenteur du paresseux, c'est extrêmement tragique. J'en viens à une partie qui me semble fondamentale, c'est de connecter ces problèmes et ces agressions sur la biodiversité à un système économique. C'est-à-dire que c'est pas une fatalité fondamentalement qu'on rase la forêt. C'est pas une fatalité parce qu'on pourrait se dire, bah oui, en fait, il faut bien que les Brésiliens se développent, etc. C'est un pays où il y a beaucoup de problèmes de pauvreté. Mais en fait, la réalité, c'est que la destruction des habitats naturels conduit surtout à l'enrichissement d'une certaine frange de la population. En gros, c'est toujours voilà, les CSP+, on va dire, pour les nommer ainsi, qui bénéficient de ça. Et en revanche, voilà, ceux qui sont les plus pauvres, eux, voient leur biodiversité s'effondrer avec tous les services écosystémiques que habituellement la forêt rend. Rétention d'humidité, régulation de la chaleur, pratique de l'agroforesterie, etc., etc. Ce système économique, c'est le capitalisme. Le capitalisme débridé est à l'origine d'une énorme partie des problèmes qui agitent le monde aujourd'hui, et c'est un système économique qui détruit la biodiversité littéralement. On est tous d'une manière ou d'une autre un peu un doigt dans l'engrenage, c'est une certitude. Moi, ça m'arrive de prendre l'avion, j'ai un smartphone, j'ai un compte Facebook et Instagram, donc je ne me considère pas en dehors de ce réseau-là. En revanche, je pense qu'on a tous intérêt à avoir une réflexion sur quelle est notre place par rapport à ce système-là, quelle part on peut accepter et quelle part on n'accepte pas. Personnellement, ce que je n'accepte pas, c'est que les profits délirants de certaines franges de la population conduisent à un effondrement généralisé de la biodiversité qui va tous nous revenir en pleine figure, c'est une certitude. Si c'est pas maintenant, ce sera dans 10 ans. Donc le paresseux était une bonne espèce pour justement évoquer tous ces sujets de changement rapide des écosystèmes au Brésil. Des sujets qui reviennent beaucoup et on voit l'objectif de Captain Darwin, c'est aussi de nous montrer cette fragilité, mais ce côté aussi espoir. Il est temps d'agir et on voit qu'avec ces associations qui sont sur les lieux, les créations de réserves et tous ces scientifiques qui travaillent sur les espèces, il y a ce côté espoir à l'image des ibis qui peuvent revenir et nous on peut aider ça aussi. Exactement. Tu fais très bien de le dire parce que, comme je te disais, voilà, c'est un équilibre à trouver entre constat et en même temps garder des poches d'optimisme. En fait,
Il est temps d'agir, c'est une certitude, mais l'action est déjà en cours. En réalité, il y a beaucoup de choses qui se font à travers le monde, mais en Bretagne également. Il y a énormément d'associations qui travaillent, il y a énormément de collectivités qui font des choses extrêmement positives sur l'inclusion de la biodiversité dans des outils comme les programmes d'urbanisme, par exemple. Donc c'est en cours. Moi, ce que j'essaye de faire, ce qu'on essaye de faire avec l'association, c'est d'accompagner et de continuer à dynamiser cette action et de ramener de plus en plus de monde dans la lutte. Et c'est formidable, en fait, de pouvoir, à un moment donné, euh, interpeller les gens en Bretagne qui parfois, bah voilà, on est tous connectés à ces enjeux-là de manière différente, donc je comprends que parfois il puisse y avoir des conflits, que certaines parties de la population se disent bah l'écologie c'est bien, mais en même temps moi il faut que je mange, il faut que je vive confortablement, etc., etc. En fait, l'exemple de ce que font les Capverdiens, de ce que font les Brésiliens, qui sont pas forcément les mieux lotis, mais qui à un moment donné se décident à faire quelque chose, et bien cet exemple-là, de manière très positive, va montrer, ou en tout cas je l'espère, montre à tout le monde que oui, l'action est possible, et qu'il n'est pas question fondamentalement d'attendre soi-même d'avoir une vie confortable avant d'agir. C'est-à-dire que les Capverdiens ne sont pas particulièrement argentés, pourtant ils font ce programme de sauvetage d'espèces. Agissons donc tous ensemble, faisons des projets à l'échelle des territoires, à l'échelle locale, sur des objectifs qui sont des objectifs locaux. Et petit à petit, en répliquant toutes ces actions positives, et bien finalement, on va un peu relier les points et ça va faire émerger, j'en suis convaincu, une société plus durable et plus heureuse, mais non pas parce on nous aura dit de le faire d'en haut, mais parce qu'on l'aura fait émerger par le bas, si j'ose dire, en tout cas au niveau des citoyens, des femmes et des hommes comme toi et moi. Je pense que il faut absolument se rendre compte que les grands enjeux internationaux ne peuvent pas être fondamentalement résolus que parce que l'ONU ou les grands gouvernements ou l'Europe va dire bon maintenant on fait de l'écologie. En fait, peut-être que ce temps adviendra, c'est ce qu'on peut espérer, mais moi c'est pas ma conviction. Donc plutôt que d'attendre que ça vienne du haut, faisons déjà à l'échelle du territoire, c'est comme ça qu'on changera le monde. Et quelque chose de fascinant aussi qu'on découvre avec le poulpe et qu'on va découvrir avec les fourmis, on découvre l'intelligence, on découvre toute une société des animaux, et avec le poulpe qui utilise aussi des outils. Et là, truc de dingue, quand j'ai lu le vlog, des fourmis qui cultivent des champignons. Alors ça, comment c'est possible? Alors c'est vrai que ça fait partie, c'est l'émerveillement devant la nature, hein, tout simplement. C'est-à-dire que quand on commence à regarder comment tout ça fonctionne, et aussi à l'échelle micro, eh ben, c'est hallucinant. Les insectes sont une énorme part de la biodiversité du monde et sous-tendent tout ce qui vit. Sans insectes, pas de vie possible. On pense évidemment aux insectes un peu emblématiques, comme les abeilles, hein, qui font du miel, qui sont sympathiques et puis qui pollinisent. En fait, il y a énormément d'insectes volants qui pollinisent. Les mouches le font, et certains moustiques également. C'est un monde qui est fascinant. Et c'est vrai qu'au Brésil, j'ai voulu travailler sur les fourmis coupeuses de feuilles. Pourquoi? Parce que Darwin les avait déjà beaucoup observées dans la forêt et il était émerveillé, absolument émerveillé par leur capacité de créer des routes. C'est-à-dire qu'on parlait d'autoroutes de bateaux tout à l'heure, et bien les fourmis aussi font des autoroutes. Alors elles le font parce qu'elles vivent dans une fourmilière avec voilà, parfois des millions d'individus qui vivent dans une fourmilière et elles vont chercher un petit peu autour de la fourmilière, parfois à 10, 20, 30 mètres, des arbres qui leur plaisent pour aller en découper les feuilles. Ces feuilles sont découpées au niveau de l'arbre et sont ramenées ensuite dans la fourmilière. Et ce sont ces feuilles qui sont utilisées pour nourrir un champignon. Donc c'est vraiment, comme tu le disais, une forme d'agriculture qui existe depuis 50 millions d'années. Et en fait, ces fourmis sont fascinantes à tout point de vue. Pourquoi elles arrivent à faire ces autoroutes? C'est parce qu'elles ont sur elles des pesticides, en fait, tout simplement, qu'elles déposent de manière naturelle en circulant. Et ces pesticides vont empêcher le développement au niveau de la route et bah, de la végétation qui pourrait les empêcher de circuler librement. En fait, ces fourmis sont non seulement cultivatrices, mais aussi constructrices d'autoroutes, et également, certaines de ces fourmis disposent même d'antibiotiques qui sont sur leur corps et qui leur permettent de combattre les infections que pourrait potentiellement attraper le champignon qu'elles sont en train de cultiver à l'intérieur de la colonie. En fait, c'est un monde qui est caché à nos yeux, hein, pour l'essentiel, puisque tout se passe dans la colonie, mais qui est fascinant
fascinant de pouvoir, en faisant un collectif quelque part, c'est hallucinant, elles sont des millions, elles travaillent en bonne intelligence avec certaines fourmis qui sont découpeuses de feuilles, d'autres qui vont s'occuper de la culture du champignon, d'autres qui seront des fourmis soldats qui vont empêcher les ennemis de rentrer dans la colonie. Tout ce monde-là travaille en collectif et elles arrivent, alors que c'est des animaux qui font quelques millimètres, à faire des choses qui sont absolument colossales. Donc on peut s'en inspirer aussi. En l'occurrence, sur le sujet des fourmis, il y a en fait une problématique qui est liée à la surpopulation de fourmis. En fait, la fourmi, c'est le seul animal que j'ai observé, que j'ai documenté, dont la population a augmenté depuis l'époque de Darwin. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fourmis, justement, circulent, comme je te le disais, dans la forêt pour aller chercher des feuilles. Dans le cadre de culture, de champs, en fait, les terrains sont moins accidentés, parce que dans la forêt primaire, il y a plein de débris, des morceaux de bois, etc. Dans les champs, en fait, c'est globalement assez plat. Les fourmis se déplacent ainsi beaucoup plus facilement dans les champs. Et dans le cadre de monoculture, en fait, quand les fourmis apprécient par exemple du maïs ou du soja, en fait, elles ont des champs qui sont à perte de vue, à bouffer. Et elles ne sont pas obligées de sélectionner ce qu'elles mangent. Donc du coup, les populations augmentent, ce qui pose des problèmes de cohabitation entre les agriculteurs et les fourmis. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce sujet, on peut parler de remise en cause de la monoculture, de peut-être développement de la polyculture ou de l'agroforesterie, justement, c'est-à-dire de conserver des écosystèmes où il n'y ait pas qu'une espèce, mais un couvert d'espèces qui interagissent efficacement entre elles. Parce qu'en fait, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que les fourmis, pour les combattre, on utilise des pesticides en masse qui viennent polluer l'eau, qui viennent ensuite détériorer les écosystèmes non seulement du champ, mais aussi ceux qui sont en aval des cours d'eau. Tout ça pose énormément de problèmes. Donc plutôt que d'essayer de mettre un pansement sur un problème, celui des fourmis et de leur surpopulation, peut-être qu'il est temps de penser à faire autrement, de produire notre nourriture autrement. Et tout ça, c'est voilà, ces sujets de biodiversité qui peuvent nous amener ces réflexions, et c'est ça que je trouve super intéressant. Est-ce qu'on voit, je sais pas moi, des monuments ou des emblèmes qui nous permettent de voir que Darwin est toujours là? Mhm. De dire que, je sais pas, ça peut être du tourisme ou quelque chose. Est-ce que les populations, je sais pas, il y a tout un itinéraire peut-être de Darwin? Alors, il y a parfois, on a des rappels que Darwin est passé par là. Au Cap-Vert, pas tellement. En revanche, au Brésil, oui. Et notamment dans la région de Rio, parce qu'il y est resté quand même assez longuement. Il y a à Rio un chemin qui s'appelle le Camino de Darwin. Donc en fait, on peut refaire l'itinéraire qu'il a fait. Alors lui, il était parti à pied pour une session d'exploration de 2 semaines. Alors moi, j'ai pas fait exactement le même parcours, mais en revanche, à certains endroits, je repassais dans des villes où il était passé, où il y avait des panneaux. Darwin était là, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça génial. Je me prenais en photo devant tout ça. Et en fait, c'est extrêmement intéressant de revenir sur les lieux précis. Pourquoi? Parce que déjà, de savoir qu'il est passé par là, ça met quelque chose, ça fait quelque chose. On se dit, voilà, c'était à proximité de ce bâtiment, Darwin était là. À un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, il y a à peu près 200 ans, ce qui est quand même assez court à l'échelle de la biodiversité, il y avait cet homme très célèbre dont je suis sur les traces, et ça fait quelque chose, ça fait une émotion. C'est aussi extrêmement intéressant parce que ça nous permet de comparer très précisément ces écrits à ce que le paysage est devenu. Sur cette partie de Camino de Darwin dans l'état de Rio de Janeiro, à un moment donné, Darwin écrit qu'il est extrêmement étonné de la faible utilisation que les Brésiliens font de leur forêt. Et il écrit ô combien, alors je sais plus, je te paraphrase un peu le truc, quoi, mais ô combien dans cet endroit les Brésiliens pourront prospérer justement quand ils auront compris l'intérêt d'utiliser la forêt. Et là, alors c'est assez paradoxal parce que d'un côté, il dit voilà, il faut se développer, hein, c'était de toute façon la manière, la philosophie de l'époque, hein, le développement, les lumières, etc. Et puis d'un autre côté, avec l'amour qu'il avait pour la biodiversité, il serait aujourd'hui horrifié de voir que effectivement les Brésiliens se sont développés, que effectivement les Brésiliens ont utilisé leur forêt, mais à quel prix? Et du coup, c'est hyper intéressant. Moi, je me souviens que j'étais dans une tienda que Darwin avait visitée, puis je lisais exactement cette phrase-là. J'avais été extrêmement sidéré, justement, de voir à quel point il avait vu juste. Quand les Brésiliens auront compris ce qu'ils peuvent faire de la forêt, ils l'utiliseront.
c'est ce qu'ils ont fait. Et malheureusement, ça va pas dans le bon sens pour cette nature qui les met tant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ah, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Eh ben, je dirais bon vent, belle-mère, essentiellement, parce que l'année qui arrive, hein, l'année scolaire 2022-2023, va être assez particulière d'un point de vue du voyage, parce que je vais aller dans des latitudes assez sud. Je vais aller en Patagonie, et en Patagonie, le vent est très costaud, les tempêtes sont assez fréquentes, et même si j'ai voilà, toute confiance dans le fait d'avoir fait de mon mieux pour préparer le voyage. Il n'en est pas moins que j'ai encore une expérience qui est assez faible en termes de voile. Alors je m'entoure évidemment de gens qui s'y connaissent. Toutefois, bah, je reste le capitaine de mon bateau, donc ça m'excite beaucoup de me dire que je vais aller en Patagonie parce que c'est des paysages qui sont grandioses tout simplement, mais c'est aussi une navigation qui me fait un peu peur. Voilà, Mm. parce que bah, les vents sont forts tout simplement, donc j'espère que je vais bien tenir la barre pour ainsi dire. Donc voilà, je pense que si tu pouvais me souhaiter quelque chose, ce serait bon vent, belle-mère, et bah, de pas couler, hein, en fait. Eh ben, bon vent, belle-mère. Mhm. Merci beaucoup. Merci Victor. Merci à toi d'être venu. Merci Victor, c'était un plaisir. Merci Victor aussi. Bah oui, absolument. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à vous abonner à la maison. Banzai. Et Banzai, c'est parti.